Obéissant aux Écritures, nous nous sommes multipliés et nous avons soumis la terre. À Haïti, où a commencé il y a 3 ans notre mission à la redécouverte du monde, l'humanité submerge la nature elle-même. Les foules se battent pour l'eau qui donne la vie et pour un espace vital. Au Mexique, dans la mer de Cortés, des eaux autrefois généreuses sont aujourd'hui pillées. Même le requin, ce souverain, y est transformé en soupe. Comme les stocks s'amenuisent, on se met à capturer et à consommer des espèces naguère méprisées. Ceux qui ont faim et ceux qui chassent par plaisir se disputent maintenant un butin qui décroît. Et la vie sauvage est battue en brèche. Pour échapper à notre propre prolifération, nous nous réfugions dans des îles protégées, comme Catalina, et transformons en bibelot le monde naturel que nous cherchons à retrouver. Aujourd'hui, dans le Pacifique, nous mettons le cap sur une terre si lointaine qu'elle a servi autrefois de cachette aux pirates. La minuscule île Coco est peut-être le rêve qui nous hante tous. Peut-être est-elle restée un paradis. On l'appelait le trésor de Lima. Des richesses provenant de toute l'Amérique du Sud auraient été amoncelées dans la capitale péruvienne par les conquistadors espagnols. L'or des Andes, l'argent de l'Équateur, les émeraudes de Colombie. Le trésor fabuleux de Lima a disparu à jamais et seule sa légende lui a survécu jusqu'à aujourd'hui. À l'Institut national de géographie du Costa Rica, des documents fournissent des indices sur le lieu où il se trouve. Dominique Sumian, qui cherche à déterminer les meilleurs sites d'exploration pour l'Alcyone, apprend que le trésor de Lima passe pour être enterré sur une île au large de l'Amérique centrale. Jadis repère de pirates et de flibustiers, la petite île Coco recèlerait, dit-on, plus de trésors cachés qu'aucun autre lieu, y compris l'illustre trésor de Lima. En 1821, les forces révolutionnaires menées par San Martín et Bolivar menacèrent Lima. Pour sauver leur fortune, les ecclésiastiques et les nobles espagnols de Lima conçurent un plan. Le trésor serait caché à bord d'un navire en mer, sous la garde de prêtres et de soldats. Ils trouvèrent pour capitaine un nommé Thompson. Christopher Weston, journaliste, raconte. Les riches citoyens de Lima et les gens d'église demandèrent au capitaine Thompson d'embarquer leurs biens à bord de son vaisseau, le Mary Dear, et de les leur rapporter si jamais San Martín ou Bolivar connaissaient la défaite. Were eventually defeated, then they could come back and deliver the treasure again. There was almost immediately. Ralph Hancock, écrivain, continue. Who saw all this wealth, and they told Thompson that if he didn't go along with them. L'équipage du navire se mutina en voyant ces richesses. Ils s'emparèrent du navire, coupèrent la gorge des soldats et des prêtres, les jetèrent aux requins et prirent le large. And then they sailed out away from land.
Leur destination n'était autre que l'île Coco, précise Weston. Le trésor était évalué à 100 millions de dollars. Selon Hancock, les sommes qui ont été dépensées à rechercher le trésor sont supérieures à sa valeur. Weston, quant à lui, est convaincu qu'un jour, quelqu'un trouvera le trésor sur l'île Coco. Mais ce sera certainement par hasard. Peu de trésors perdus ont excité autant de convoitises. Plus de 500 expéditions ont fouillé l'île, depuis de pauvres hères armés de simples bêches jusqu'à des romanciers et même au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Mais Coco les a tous frustrés et n'a jamais produit que quelques pièces d'or. Aujourd'hui, c'est une expédition Cousteau qui va fouiller l'île Coco à bord de l'Alcyone. Certes, les histoires de trésors sont fascinantes, mais plutôt qu'aux doublons ou pièces d'argent, l'équipe s'intéresse à l'exubérante vie sous-marine que recèlent les eaux de cette île lointaine. Pour Jean-Michel Cousteau, le voyage est lourd de signification. Nous venons achever une mission commencée sur l'île Coco il y a plus de 10 ans. 3 ans avant sa mort, mon frère Philippe est venu ici à bord de son hydravion. L'équipe a été enchantée de la beauté de l'île. Ils comptaient revenir un jour et poursuivre leurs explorations d'un domaine sous-marin qui semblait grouillé de vie. Philippe raconte dans son journal qu'au moment où l'hydravion touchait l'eau, une troupe de dauphins arriva et s'attarda si longtemps que les visiteurs décidèrent de se joindre à eux. La vie abondait au fond de la mer. Répastenague dans une crevasse, une murène dans la suivante. Les langoustes se mêlaient aux poissons papillons. Plus haut, des requins des Galapagos, toujours aux aguets, faisaient leur ronde. Philippe raconta la brève reconnaissance effectuée à terre. L'équipe découvrit les vestiges d'un camp de chercheurs de trésors et put déchiffrer sur le rivage de nombreuses inscriptions gravées dans la roche. Marque laissée ici au fil des siècles par les marins de passage, comme sur un livre d'or en pierre. Aujourd'hui, devant Coco, une autre troupe de dauphins bondit devant Alcyone, comme pour nous rappeler la fascination éprouvée ici par Philippe. On croit que l'île Coco servit de modèle à Robert Louis Stevenson pour son île au trésor. Elle hébergea des boucaniers comme Morgan, Drake ou Dampier. Peut-être ont-ils jadis navigué et jeté l'ancre là où Philippe Rueff navigue aujourd'hui.
Non loin des débris rouillés d'une futile chasse au trésor, l'officier radio Michel Tréboz, soucieux de sécurité, va ajouter l'Alcyon à un registre de navires plutôt insolites. Pendant ce temps, Rueff et Sumian satisfont leur curiosité. D'après une légende, un énorme rocher surmonterait le trésor de Lima. Bon, allez. Ok, tune. La distance minimum, c'est... Rien de spécial. La distance maximum. Autant pour les richesses cachées. S'interrompant dans sa besogne de sculpteur, Tréboz découvre la richesse véritable de Coco, son abondance d'eau. Recevant plus de 8 mètres de pluie par an, Coco offrait aux marins d'autrefois un approvisionnement en eau douce inépuisable. Sumian constate, comme le firent pirates et baleiniers, que des torrents cascadent à travers l'île, une oasis pour les marins, au milieu des eaux salées du Pacifique. L'humidité apportée par les moussons de Suroît et les alizés de nord-est irrigue sans cesse la couverture végétale. Cherchez l'avion, les gars. C'est sûr, ici. Dans cette jungle encerclée par la mer, la vie foisonne. La forêt primaire, qui fait de Coco l'île la plus luxuriante de cette région du Pacifique, fournit bien des caches pour dissimuler des trésors et cause bien des tourments à ceux qui espèrent les trouver. S'aventurant à l'intérieur, l'équipe Cousteau est aux prises avec la jungle humide, la boue et aussi avec le relief accidenté de pics volcaniques. Il va falloir chercher. On va te couvrir. Donc moi, je vais vers la baie d'Iglesia. Ouais. Okay. Moi, je continue à monter. Ok. À ces hommes habitués à la mer libre, la forêt pluviale réserve des surprises exaspérantes et comiques. Sur une corniche élevée, Tréboz trouve un objet métallique insolite en pleine nature. Serait-ce un débris abandonné par des chasseurs de trésors ou une relique qui mène au trésor lui-même? Louis! Ouais! Ça y est, hein? On est dessus! Tu l'as vu? Où es-tu? Tu montes tout droit à ma voix, je t'appellerai. D'accord, j'y vais. Où es-tu? Je te vois pas. Par là, viens. Voilà. Il est tout cassé. Devant Tréboz et Louis Preslin, les fragments tordus d'un avion. Je crois qu'ils avaient aucune chance, hein, les pauvres gars. L'équipe apprendra plus tard que cette épave presque enfouie dans le feuillage est un B-24 américain perdu en 1943 au cours d'une mission de sauvetage. On n'aurait pu jamais le retrouver. Paradoxalement, l'équipage qu'il était venu sauver avait déjà été récupéré. Par contre, les 11 passagers du B-24 succombèrent. Sans doute ne connaîtra-t-on jamais la raison de cet accident. Tandis que l'équipe se prépare à partir, un oiseau, une colombe du Saint-Esprit, fait son apparition. Il semble symboliser le désespoir que Coco a inspiré à tant de visiteurs.
Dès le deuxième jour de notre expédition à Coco, devant un public de fous à pieds bruns, nous nous mettons au travail. Je me demande si nos 50 heures de traversée vont s'avérer profitables. Bien souvent, comme les chasseurs de trésors, nous sommes attirés par des récits extraordinaires, pour ne trouver finalement rien d'exceptionnel. Mais les prairies liquides qui entourent Coco se montrent encore plus fécondes qu'on ne pouvait l'espérer. Nous traversons d'immenses bancs de poissons de haute mer, qui se rassemblent apparemment ici, comme des animaux du désert attirés par une oasis. Coco représente sans doute un avant-poste pour ces bancs de poissons dans les étendues stériles du Pacifique Est. Pour notre équipe cinéma, c'est une occasion unique de filmer les comportements marins dans un cadre que la civilisation n'a pas influencé. Nous nous glissons entre les carangues en témoins privilégiés d'un spectacle auquel les hommes ont rarement assisté. Des carangues mâles et femelles se séparent du troupeau pour nager par paires. C'est une danse de la procréation. Le corps entier du mâle s'assombrit temporairement, comme si l'excitation le faisait changer de couleur. Les couples lâchent à l'unisson leurs œufs presque invisibles et leur sperme. Les gamètes fusionnent et engendrent une vie nouvelle en pleine eau, bien au-dessus des prédateurs potentiels qui hantent le fond marin. Deux raimentas planent sans se presser. Elles ne sont pas encore traquées par des pêcheurs affamés comme nous l'avons vu au Mexique. Elles sont libres, dans une mer sans filet, de planer paisiblement sur leurs ailes delta. Si les poissons pélagiques affluent autour de l'île Coco, c'est qu'elle leur offre un festin permanent. Les résidents du récif, les rougets par exemple, se rassemblent en hordes et s'éloignent rarement de la sécurité de leur habitat de pierre. Dans ces pâturages aquatiques, des sortes de mérous semblent brouter au-dessus d'une saillie rocheuse. Des poissons papillons près d'une autre. Tout près de là, un spectacle bizarre. Un par un, tels des bombardiers en piqué, des maquereaux espagnols piquent sur un même rocher et s'y frottent en se tortillant. Nous sommes perplexes. Clay Wilcox se demande si ces poissons ne cherchent pas à se débarrasser de leurs parasites en utilisant le rocher comme une râpe.
un examen du saillant rocheux ne lui révèle aucun indice particulier, aucune substance insolite. Les poissons ne se retrouvent pas là pour frayer. En tout cas, le rocher est très attirant. Le passage d'un intrus ne décourage pas les poissons. Quelques secondes après le passage des plongeurs, ils reprennent leur manœuvre mystérieuse. Dans le lointain, Jean-Michel repère un vol de pastenagues. Ses proches parents des requins ont du mal à se cacher dans les fentes étroites du récif, mais maraudent le long des flancs coralliens de l'île pour y attraper de petits crustacés et des mollusques. Voilà enfin le moment que les plongeurs attendaient avec impatience, l'arrivée des requins. C'est une espèce à taches blanches commune dans les récifs de corail. Les requins semblent intrigués par les plongeurs et leur lumière, mais restent calmes. À la suite de Jean-Michel, l'équipe tombe sur un rassemblement inquiétant au fond de l'eau. Malgré leur réputation, ces requins semblent léthargiques. Comme toujours, l'équipe s'approche avec précaution, cherche des signes d'hostilité et n'en trouve pas. Les requins de récif chassent surtout dans l'obscurité ou la pénombre. Nous avons peut-être interrompu leur sieste. Ils ne semblent pas semer la terreur, même chez les petits poissons du récif, qui leur servent souvent de nourriture. Je décide de revenir en plongée nocturne pour savoir si ces requins sont plus agressifs dans le noir. En tout cas, la lumière du jour semble provoquer une trêve entre prédateurs et proies. Rares sont les êtres humains qui parviennent à se détendre vraiment en présence de requins. Même un plongeur expérimenté sursaute lorsqu'il se fait effleurer par derrière. Au-dessus de lui, Sumian voit un gros requin à taches blanches. Mais c'est un géant tranquille. Des poissons plus petits se frottent à lui sans crainte, comme s'ils venaient se nettoyer contre un rocher. Soudain, le spectacle que l'équipe avait bien espéré trouver ici. Un grand banc de requins marteaux passe majestueusement, étrange caravane traversant une brume bleue. Peu d'animaux marins sont aussi fascinants que ces êtres insaisissables. Leur tendance à se rassembler en bancs, pouvant compter une centaine d'individus, reste mystérieuse. Un solitaire, immense, mais apparemment indifférent à notre présence, va son chemin, agitant comme un détecteur de métal sa monstrueuse tête aplatie.
nuage d'ombres vivantes se déplace lentement. Il n'accélère que lorsqu'une rencontre impromptue entre deux êtres aux visages étranges suscite un frisson de peur mutuelle. L'escale à Coco permet d'effectuer à bord d'Alcyone certaines corvées domestiques et de se détendre. Les plongées quotidiennes occupent Mark Blessington, mais d'autres se consacrent à des activités artistiques de haute volée. Ainsi Michel Trébose, dont les loisirs ont stimulé l'ambition. Une simple inscription devient un tribut sublime à Alcyone, fille du vent. Sur le rivage où les palmes de cocotiers sont apportées par le courant depuis des siècles, l'équipe remonte un cours d'eau jusqu'à une chute d'eau à l'intérieur des terres. Jean-Michel se demande si la vie animale existe dans ce système aquatique clos et isolé. Les vents marins qui arrosent Coco d'eau douce portent aussi un fardeau vivant. Courants et tempêtes s'allient pour peupler l'île d'insectes, d'araignées, d'oiseaux. Sur Coco, il n'y a que 15% d'animaux indigènes, le pinson de coco par exemple. La plupart des espèces viennent d'ailleurs. Mais comment expliquer la présence de poissons d'eau douce ici, à 500 km du continent? Waouh, c'est vraiment spectaculaire. Ouais. Quelle odeur produit quelqu'un? C'est un miracle de la nature. Cette espèce de poisson d'eau douce est commune sur le continent. Ces larves ont dû survivre à un voyage épique, descendre un fleuve, traverser une mer d'eau salée, remonter ce cours d'eau insulaire. Depuis la plage arrière de l'Alcyone, l'équipe va plonger de nuit pour étudier le comportement nocturne des requins. Bon, tout le monde ferme sa réserve et met son aiguille à 0 sur le profondimètre. Ok, est-ce que je peux avoir la caméra qui a de l'autre torche? En dépit de notre technologie, de notre expérience, le monde dans lequel nous nous enfonçons échappe au pouvoir des hommes. Dans le fluide sombre qui nous entoure, notre sillage de bulles nous rappelle qu'ici, nous sommes des intrus, de fragiles mortels. Nos hypothèses se confirment. Le premier requin a l'air agité. Autour de nous, la tension est presque électrique. De nuit, les requins n'ont plus rien de passif. Ils chassent tout autour du récif. Les petits poissons du récif ne craignent pas grand-chose de jour. Mais maintenant, ils se dispersent, fuyant la menace apparue parmi eux. L'équipe découvre un jeune requin que son instinct pousse à chasser le long des récifs comme ses aînés. À leur grande surprise, les plongeurs assistent à un spectacle qui a rarement été filmé dans la nature. Le moment de l'attaque. Dans sa hâte à fuir, un poisson se heurte à un rocher. Et le requin frappe aussitôt. L'acte de prédation est presque immédiat. Un être est tué
un autre est nourri. Mais cette même nuit, à 1 mille à peine du récif étudié par l'équipe Cousteau, le chasseur tombe à son tour sous les coups d'un prédateur plus meurtrier que les requins les plus féroces. Comme les bancs de poissons de haute mer, comme les requins, ils viennent à Coco chercher un trésor vivant. Sous les yeux de Sumian, l'équipage d'un bateau de pêche costaricien, à des jours de navigation de son port d'attache, lance des lignes appâtées pour attirer les requins qui rôdent au fond. Dans ces eaux qui grouillent de requins, on n'a pas à attendre longtemps la première prise. Sitôt le premier requin expédié, un autre apparaît. Le seigneur redouté du monde sous-marin, arraché à son domaine, n'est plus qu'une victime sans défense. Peu de bateaux viennent encore pêcher le requin à Coco, mais il s'attaque à une espèce vulnérable. Ces requins des Galapagos ne mettent au monde qu'un nombre réduit de petits, après une gestation qui dure presque 1 an. Avec une fécondité aussi limitée, ces pêches intensives risquent de réduire rapidement l'effectif des requins aux abords de Coco. Certains bateaux conservent l'animal entier, mais d'autres ne gardent que les ailerons, qui seront vendus pour en faire de la soupe. De jour, on peut juger de l'importance du butin d'un seul bateau par son chargement d'ailerons. Telle l'avant-garde d'une armée, les pêcheurs de requins annoncent peut-être la prochaine exploitation sauvage des richesses de l'île Coco. Sous le couvert de nuages qui déversent sur Coco un supplément d'eau de pluie, l'équipe de l'Alcyone continue son exploration sous-marine. Aujourd'hui, on sort les scooters électriques. Peut-être des bateaux pirates ont-ils fait naufrage près de Coco. Mais cette épave non identifiée est d'un millésime plus récent. Selon certains, l'amas de tôle est tout ce qui reste d'un cargo allemand sabordé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours d'une exploration presque routinière, les plongeurs remarquent un phénomène bizarre. Des nuages de sédiments montant des fonds rocheux. Les scientifiques pensent que des eaux exceptionnellement chaudes, produites 5 ans auparavant par le courant El Niño, ont détruit presque tout le corail autour de Coco. Dans cette baie, une épaisse couche de limon provenant de l'érosion empêche la régénération des coraux. Quelle est l'origine de cette érosion?
Pour comprendre d'où provient cette pollution sur une île où il n'y a ni industrie ni exploitation forestière, Sumian s'adresse à Gustavo Umanzoa, un des 3 gardes-côtes postés sur l'île Coco par le Costa Rica. Gustavo, perché l'acqua è tan sucia in la bahia? Depende de las lluvias que caen aquí durante el año. Caen cerca de 5.000 milímetros por año. Umanzoa explique que la pluviosité élevée de l'île Coco provoque l'érosion en entraînant le sol moble des collines abruptes jusqu'à la mer. Un barco ballenero trajo cierta cantidad de cerdos y cabras, los cuales han vuelto salvajes. El cerdo acá, pues, En outre, dit-il, des cochons ont été lâchés ici il y a 200 ans par un baleinier britannique. Passés à l'état sauvage, ils creusent les sols de l'île qui sont lessivés par la pluie. Les gardes-côtes postés ici essaient d'éliminer les cochons en les chassant. C'est difficile, car il y a plus de 1500 cochons. Les cochons ont été introduits ici avec les meilleures intentions, procurer de la viande aux marins de passage. Mais au fil des années, en l'absence de prédateurs locaux, uniquement limités par les ressources alimentaires, ils se sont multipliés de façon dramatique. Nous constatons de nouveau que tout changement introduit par la civilisation, même s'il part d'excellents sentiments, risque d'influer sur de délicats équilibres naturels. Les jours passent et nous voyons que même sur les îles les plus éloignées, les hommes commencent à s'imposer. Tandis que nous descendons, je pense au problème que pose la protection de cette minuscule enclave de beauté. Certains de ses habitants ont une valeur commerciale, par exemple le requin et la langouste. Pour garantir leur survie, le Costa Rica, qui a revendiqué l'île Coco en 1949, l'a décrété parc national en 1978. Le pays encourage les visiteurs aux objectifs pacifiques, ceux qui veulent étudier ou photographier sa vie marine abondante. Ces plongeurs que l'on aperçoit dans le lointain, on pourrait les prendre pour des sportifs, mais il n'en est rien. Ce sont des pêcheurs commerciaux qui vont racler les fonds, traînant des filets pleins de langoustes. Attrapant facilement les crustacés, ils les embrochent par le milieu du corps et tranchent le cordon nerveux qui court tout le long de la face ventrale de ces animaux, ce qui les paralyse. Comme Cousteau et l'équipe le constatent, peu de langoustes échappent ici à des plongeurs aussi expérimentés. L'équipe est consternée. On est à moins d'1 mille du rivage, alors que la zone dans laquelle le département des parcs nationaux interdit la pêche commerciale s'étend jusqu'à 3000. Il s'agit bien d'une pêche illégale. Troublé par ce braconnage, le caméraman Jean-Paul Cornu monte à bord du langoustier pour discuter avec le commandant. Celui-ci dit à Cornu qu'ils prennent environ 400 kilos de langoustes par jour. Je croyais que c'était illégal de pêcher ici, dit Cornu. C'est là-bas, dit le capitaine, à moins de 3000 des côtes que c'est défendu. Mais nous sommes à peine à un demi-mille, insiste Cornu.
Pas à mon avis, ni le capitaine. Pendant la mission de l'Alcyon, Manuel Dengo Obregón, vice-président du Costa Rica, visite l'île Coco pour la première fois. What worries me is the difficulties for a small country like Costa Rica. Le vice-président s'inquiète des difficultés que rencontre un petit pays comme le Costa Rica qui cherche à contrôler efficacement les ressources de pêche d'une région éloignée comme celle-ci. Comment contrôler les flottes de pêche des grands pays? J'ai aussi entendu dire, ajoute Cornu, que le Costa Rica étudierait volontiers toutes les propositions visant à développer le tourisme sur Coco. Qu'en est-il exactement? C'est un problème, dit Dengo. Le Costa Rica souffre d'une situation économique critique due aux dettes extérieures du pays. Il prête donc attention à toutes les propositions si elles comportent une possibilité d'investissement, touristique, industriel ou autre. Mais au plus haut niveau, le président, les ministres et les autorités exécutives du pays ne sont pas prêts à brader les richesses et l'héritage qui doivent être transmis aux générations futures. Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais le Costa Rica examine les propositions avec la plus grande vigilance. L'île Coco n'est reliée au continent que par un patrouilleur du ministère costaricien de la sécurité publique. Ce bateau a amené ici le vice-président et des gardes qui vont assurer la relève. Le Costa Rica s'efforce de veiller sans relâche sur les richesses naturelles de l'île, mais n'a pas les moyens de détacher plus de 3 hommes pour monter la garde contre les braconniers. On leur donne des carabines, mais ils n'ont même pas un bateau à moteur pour faire des tournées d'inspection dans les eaux de Coco. Le dernier jour de la mission Coco, le chef-d'œuvre entrepris par Michel Treboz est enfin terminé. Un monument historique où le pavillon d'un bateau à vent futuriste se mêle aux emblèmes des baleiniers, des pirates et des chasseurs de trésors. Ceux qui sont venus à Coco pour y chercher fortune n'ont pas trouvé le plus grand de ces trésors. Les bijoux vivants cachés dans ces cryptes sous-marines. Nous descendons jeter un dernier coup d'œil à une exceptionnelle collection d'espèces diverses assemblées par les courants depuis les provinces lointaines du Pacifique. Aujourd'hui, la chasse au trésor est réglementée sur l'île. Mais de nouveaux pirates viennent piller ses côtes, attirés comme des requins par sa faune marine. Le Costa Rica tente de protéger Coco des méfaits des hommes, mais ses moyens sont limités. Nous partageons le rêve des Costariciens. Puisse cette oasis aquatique survivre et rester un laboratoire naturel des sciences de la mer. Les créatures marines de Coco, dans toute leur diversité chatoyante, sont plus précieuses que des coffres remplis d'or. Joyeux animés, ils embellissent la terre. Ils sont le trésor de la vie elle-même.